Bien, on peut avancer. Quelle est ta 5e stat du jour à nous proposer pour ces Boston Celtics 2024? 9,1. Et justement, c'est un nombre de drives. C'est le nombre de drives de Jason Tatum en 2023-2024. Alors qu'il était à 11,2 en 2022-2023. Donc j'ai une question. Jason, pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus de drive alors qu'il y a été excellent, qu'il a progressé sur sa qualité de drive, sur sa finition proche du panier. Il progresse tous les ans. Et je comprends pas pourquoi il y en a eu moins. Et justement, des fois, j'ai tendance à lui reprocher, malgré que ça soit le meilleur joueur de notre équipe, d'être un joueur un peu trop stagnant et d'être pas assez dans l'instinct et dans le flow du jeu quand il s'agit de son propre scoring, en fait. Ouais. Donc en fait, son scoring, il reste bon, voire même très bon. Il est à 104 de true shooting plus. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut aller péter le plafond du dessus et rentrer dans la catégorie des scoreurs pas implacables, mais s'il pouvait faire augmenter son taux d'implacabilité, ça, je pense que c'est important pour la suite des événements entre guillemets, parce que je trouve que là on a eu peut-être un premier palier de non progression cette année. Je parle juste au scoring, hein. Donc voilà, malgré tout, ça reste un scoreur efficace, plutôt à gros volume, avec un régime de tir compliqué. De star, il a seulement 40% de ses paniers qui sont assistés, il fait beaucoup d'isolation, prend beaucoup de pull-up, donc globalement des tirs durs. Mais personnellement, j'ai la conviction que si Boston veut regagner, il faudra que Tatum franchisse encore un palier supplémentaire, notamment au scoring. Alors, t'as dit c'est peut-être la première année où il a stagné. Bon, quand t'es top 10 NBA et que tu stagnes, ça va. Je rêve de stagner. Non, mais tu vois, c'est ce côté, tu vois, pareil, il est champion, mais pour moi, c'est pas un bien meilleur. Je vais peut-être me faire taper dessus, mais, parce qu'il a progressé dans certains domaines, mais, que l'année d'avant. C'est pas un bien meilleur joueur que l'année d'avant, à mon goût. Ouais. Non, mais alors, effectivement, j'avais noté ça aussi. Moi, c'était ma 5e stat du jour aussi. C'était 1,31. Les points par tir sur drive, justement. Et donc efficacité plus lancer franc, donc tout mis à part, hein, la productivité. Et donc parmi, comme tu dis, 9 drives par match, parmi les joueurs à plus de 9 drives par match, donc il y en a 62 en NBA cette année, avec un certain temps de jeu et 9 drives par match en moyenne, eh bien il était 6e joueur le plus efficace parmi les drivers à plus de 9 par match. 6 sur 62, ça vous fait un 91e centile, si vous voulez. Donc, Jason Tatum, parmi les drivers à gros volume, a été plus efficace et productif que 91% de ce type de joueurs. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mais et surtout, c'est ça qui rend fou. Ouais, et comme dit, l'an dernier, donc cette année 1,31, l'an dernier c'était 1,21 points par tir. Donc il y a un vrai step-up, vraiment un vrai step-up, sachant que l'an dernier, donc 67e centile si vous voulez, 67e centile, mieux que 67% des joueurs des gros drivers, il passe à 91, donc ça fait une sacrée hausse. Mais oui, c'est vrai que de l'autre côté, il y a le volume qui baisse un peu, ce que j'ai pas trop d'explications, à part le fait que voilà, on est sur, comme dit tout à l'heure, sur une attaque qui est très collective et on va pas avoir un joueur qui va beaucoup forcer, mais en fait on peut attaquer de plein de manières différentes. Mais à part ça, c'est vrai que je te rejoins aussi sur l'aspect de, en fait, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui pourrait le faire, qui pourrait le propulser depuis superstar top 10 NBA qui est autour des plus 5% d'efficacité relatif à la moyenne sur des gros volumes. Qu'est-ce qui lui manque pour aller taper un plus 10 en fait, comme certaines méga stars quoi. Mais moi vraiment si cette année t'es aussi bon en drive et au lieu de passer d'en faire 9, tu vas en faire 15 et que tu réduis un peu ton nombre de pull-up, ton pull-up à mi-distance notamment, voire même à 3 points, mais en fait, c'est de la mécanique. Si tu restes sur ces standards-là, c'est presque de la mécanique que tu fais augmenter ton efficacité, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'il a les armes, en fait, il a les outils physiques. En fait, si tu veux, sur le spectre, en fait, Tatum, il y a toujours eu ce côté, il peut quasi tout faire. Il peut jouer dans le périmètre, il a développé un physique qui lui permet quand même de jouer plus proche du panier. Je pense qu'il devrait s'il devait avoir la balance plutôt, je le verrais plus driver proche du panier que jump shooter. Je pense qu'à l'heure actuelle la balance elle est un poil plus derrière l'arc, et des fois moi je lui reproche de prendre un tout petit peu trop de 3 points en pull-up compliqué notamment, plutôt que d'aller se rapprocher du panier. Notamment il a pas de short mi-distance, il a pas de petits flotteurs et des choses comme ça, chose que de SGA ou des Doncic sont vraiment monstrueux dans ces petites finitions là, pas forcément au panier
au panier, mais pas loin. Ça, Tatum l'a pas du tout pour le coup. Je pense pas du tout, très peu. Non, mais effectivement, ce que j'allais dire, c'est que c'est peut-être le manque de son jeu. Actuellement, le côté, pour moi, il peut aller au panier. Alors, il a des défauts en termes de lay-up. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui en parle un peu récemment de ce côté. Tatum a certaines limitations au niveau des lay-up. Parfois, je trouve que c'est un peu exagéré pour le coup, mais par contre, il y a quand même, c'est vrai, de vrais défauts, et notamment un peu l'aspect de... Je sais que tu vois, il y a un mec, un docteur coréen en biomécanique sur Twitter, je sais pas si tu le connais, Polar Fall, il s'appelle, qui en parle souvent de ce côté. Il a un torse assez étroit, ce qui fait que par rapport à encaisser certains chocs ou par rapport pendant les drives, enfin bref, allez voir si vous voulez, je veux pas dire de bêtises, allez voir ce que lui en dit, hein, lui. Je ne suis pas moi docteur en biomécanique. Mais donc il y a peut-être 2-3 limitations comme ça, mais je te rejoins aussi que l'aspect le plus important, peut-être, c'est pas tant les fautes, parce qu'il a des bons scores de fautes, notamment y compris sur drive. Par contre, c'est cet aspect de la short distance, donc un peu la zone des flotteurs. Il n'y a pas ça, quoi. Et c'est vrai que Tatum a un peu cette force où, d'ailleurs, qu'il a développé, parce que moi je me souviens, je l'avais scouté à l'époque de Duke, et ce qu'il faisait mal, c'était il tirait pas profit de sa longueur et de sa taille au drive. Il faisait un peu des tirs avec des bras, comme s'il avait des bras de T-Rex, ou des tirs un peu n'importe comment, et assez rarement il s'étendait de toute sa longueur pour aller déposer le ballon au niveau de l'arceau. Lui et Josh Jackson faisaient les deux pareil, sauf que bon, Tatum lui a appris à le faire, alors que Josh Jackson n'a jamais appris. mais non, donc ça, il est très bon. Quand il arrive à aller jusqu'au panier, je trouve assez bon, parce que il a de larges épaules et il a ses bras très très longs qui arrivent à sécuriser des bons angles de lay-up. Par contre, c'est vrai qu'il manque ce truc entre les deux, on va dire. Et pour les fois où il est obligé où il a un mec qui est sous le panier, pour les fois où il n'arrive pas complètement à dépasser le défenseur, pour les fois où il doit arrêter son dribble sur le drive un peu tôt, il manque ce côté un peu entre les deux, le in-between game, comme ils disent, donc le jeu, l'entrejeu en fait, pardon, en français très simplement, comme tu dis, où en fait les meilleurs drivers de NBA et les meilleurs joueurs de NBA souvent dominent un peu là-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est la zone des flotteurs. Luka Doncic, il peut pas aller au panier, il prend le tir un peu loin. SGA, c'est pareil, ou voilà, des mecs comme ça. Et tu vois, malgré tout, il a quand même de très bons chiffres de drive, hein, Tatum. Mais c'est vrai que je me demande à quel point ça pourrait pas aider, le fait d'être un peu meilleur sur ce côté, les shorts mi-distance, la zone des flotteurs, où il est à 35%. C'est très très mauvais, quoi. Alors que il a dû toucher de balle, hein, on est d'accord là-dessus, hein, il a dû toucher de balle, et ça se voit sur Jump Shot, où c'est un jump shooter un peu sous-estimé. Je m'en suis rendu compte que c'était un avis polarisé sur Twitter récemment. Mais non, il y a ça, et il y a aussi un côté pull-up long, comme tu as dit aussi, les longs tirs à 2 points au niveau des pull-up. Peut-être qu'en réduisant un peu le volume de ces tirs-là sur lequel il est bon, mais pas élite, mais il est bon. Mais c'est des tirs qui en soi sont tellement peu rentables que peut-être qu'en ajustant aussi peut-être le profil de tir, on pourra arriver à gratter de la valeur en fait. Ah mais moi j'en suis persuadé, tu vois, quand je vois son efficacité au drive et son efficacité au long mi-distance, c'est juste du nettoyage enfin je veux dire, il y a que Kevin Durant qui est efficace sur ces tirs-là, enfin voilà. Après je disais que je parlais de stagnation au scoring, par contre il y a un truc, c'est qu'il augmente son pourcentage au cercle d'efficacité tous les ans, enfin quasi tous les ans. Et donc là on est à 72%, c'est vraiment très très bien. Donc vraiment il y a quelque chose à aller chercher plus proche du panier, parce qu'effectivement moi j'étais un peu de l'école l'année dernière, il avait très mal shooté à 3 points, et cette année c'est pas mal revenu quand même, parce qu'on est à 38% à 3 points, 43 sur les catch and shoot et 34,9 sur les pull-ups. Je sais pas ce que t'en penses, mais sur les pull-ups c'est un score raisonnable quand même sur un bon volume. Donc finalement le tir à 3 points il est bien revenu, il s'est cassé la gueule en play-off, mais sur la saison c'était plutôt très bien, quoi. Mais tu vois, en vrai, on parle des longs tirs à 2 points. En vrai, il n'y a pas que ça. C'est vrai que les pull-ups, de manière générale, et même les 3 points, parfois, moi, je trouve qu'il y en a parfois un peu trop, quoi. Et c'est le côté dont on parle depuis des années. Oui, mais Boston, ils mettent pas beaucoup de pression au panier, peut-être pas assez de drive, et c'est aussi le fait que les stars, elles aiment bien prendre des pull-ups, parfois, plutôt que d'aller au panier. Donc, ce que je veux dire, c'est que on parle beaucoup des longs tirs à 2 points. Bon, ça représente 14% de son jeu. C'est pas tant que ça, quoi. Donc il peut le réduire, mais dans le lot, c'est vrai qu'il y a aussi quasiment la moitié de son jeu, allez, 40%, c'est des 3 points. Bon, dans ces 3 points, il n'y a pas que du catch and shoot. Il y a aussi pas mal de pull-up à 3 points, et c'est vrai que ceux-là, s'ils pouvaient aussi arriver à les réduire un peu, ça serait banco, quoi, parce que, enfin voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le réajustement du profil de tir, c'est pas que les longs 2, c'est parfois aussi certains pull-up à 3 points. On est pile sur du nettoyage. Alors après, c'est pareil, on va rentrer gentiment dans son prime, hein.
c'est là pour le coup, il a pas 26 ans encore, donc c'est, il y a, pour le coup, je pense qu'il y a moyen de progresser encore, et notamment sur le playmaking et tout, il y a encore eu des progrès là tous les ans pour le coup, et il y a peut-être encore à gratter chez Jason Tatum. Ouais. On est d'accord. Mais alors ça, c'était ta 5e stat du jour, c'était sur Tatum. Alors on n'a même pas parlé, hein, mais effectivement, bon, la défense, on connaît, hein, peut-être. Ça vient toujours après. En fait, ils sont tous forts en défense à Boston. Hein. Ça vient à la fin de mes notes. À la fin, je dis, il y a la défense aussi, il est trop fort. Oui, alors après, la différence, c'est que lui, c'est quand même une superstar offensive. Ouais. Et c'est vrai que parmi les superstars offensives, on n'a pas souvent, très peu fréquemment, des stars offensives à ce point compétentes en défense, je trouve. Avec sur le ballon face à l'homme, ok, très grande polyvalence parce qu'on s'en rend pas compte, mais je crois que c'était Robin qui l'an dernier ou il y a 2 ans nous en parlait sur le podcast, disait mais en fait moi j'étais allé à Boston, il avait vu en vrai, il dit on se rend pas compte, mais en fait il est mastoc Tatum, ouais. Et donc il y a la défense face au ballon, il y a la défense off-ball aussi où c'est un des meilleurs ailiers je trouve en termes d'activité loin du ballon, le fameux la défense du nail, la tête de raquette, le coin de la raquette plutôt pour venir faire des stunts, s'interposer sur les drives et repartir, la protection de panier un peu secondaire, le rebond aussi, c'est un rebondeur fantastique depuis toujours. Et puis moi ce que j'aime bien c'est la flexibilité que permet sa présence en termes de line-up. Tu vois, on parlait de Jrue Holiday, mais lui le fait aussi un peu de ce côté, je suis capable de défendre des pivots. Comme ça permet à Porzingis d'être un peu loin du ballon. Les finales NBA, quoi. Alors, exactement, j'avais même pas pensé à ça, mais effectivement, la finale NBA, c'est un peu ça, où il est quand même assez gros pour offrir assez de résistance à Gafford et Lively pour que ça soit pas des points automatiques, mais j'ai beaucoup de souvenirs aussi face à Cleveland, tu sais, où il était souvent placé sur Jarrett Allen, notamment comme ça libérait un peu Porzingis ou Horford. Mais voilà, cette flexibilité de son profil est aussi rendue possible par sa puissance et son envergure de bras en fait. Et perso, c'est simple. Pour moi, notre meilleur défenseur de Shai, Gilgeous-Alexander cette année, c'était lui. Et effectivement, il a été, et je pense qu'il peut aussi défendre effectivement des pivots pas dominants offensivement, mais des pivots rim runners, sans trop de skills, on va dire. Donc c'est quand même un spectre qui est assez monstrueux, et que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand tu parlais de possibilités de flexibilité, c'est ce qui permet grandement de protéger et maximiser Porzingis. Au moment du trade, on se demandait tous si l'arrivée de Porzingis allait pas nous faire perdre notre flexibilité, notre switchabilité. Je pense que le fait d'avoir tous ces profils hyper interchangeables où en fait ça switch surtout, ça fait des pré-rotations qui permettent de garder Porzingis en roamer. Ça a une grosse valeur en fait, parce que du coup ta valeur de défenseur toi, mais tu maximises ton protecteur de panier aussi, donc c'est assez magique comme complément. Et tu vois, c'est un truc, on en parlait avec Baptiste sur l'épisode des Sixers notamment. Eux, on disait, il leur a manqué un profil comme ça. PJ Tucker est parti, et il leur manquait un mec qui soit capable un peu de tenir, pas tous les pivots, pas Jokic, mais il leur manquait un peu ce profil un peu solide, capable d'aller sur des pivots pour déployer Embiid en protecteur de panier pur et simple en fait, en safety, en libéraux, qui n'a pas de responsabilité. Et je trouve que la valeur de Tatum, c'est aussi de permettre ça. Donc en plus avec un Porzingis qui est pas très mobile dans le périmètre, les équipes qui ont envie de l'éloigner du cercle, elles peuvent pas trop si c'est Tatum qui est sur le pivot, sachant aussi que on a déjà parlé à l'époque des finales et des playoffs, mais tu vois, le fait qu'il y ait ce match-up là, pour moi ça a été la clé des finales, parce que t'as pu mettre Tatum sur le pivot, et donc tu as pu switcher le pick and roll Doncic avec son pivot. Et qu'est-ce que ça a empêché ? Ça a empêché les alley-oops, et ça a empêché tu fais un switch, tu peux changer l'écran et pas de décalage. Alors que sinon t'aurais dû faire un drop, et Luka Doncic t'aurait assassiné sur drop, parce que s'il a assassiné Gobert, il aurait pu assassiner Porzingis sur drop. Voire même surtout Horford. En plus. Mais voilà, j'insiste vraiment parce que cette capacité de Tatum de tenir un peu des postes 5, c'est ce qui a été la clé pour moi pour complètement anéantir l'attaque de Dallas, notamment cet aspect on a vu que Minnesota, ils ont fait du drop parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, et ils sont fait complètement ouvrir, alors que Boston non. Donc voilà, je pense que le profil défensif de Tatum est un peu sous-estimé parfois, et pourtant il y a quand même beaucoup de valeur, surtout pour une superstar offensive comme dit. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.